Donc j'aimerais commencer par une sorte d'anecdote. Le 23 mai 2023, le président donc, de la Cour constitutionnelle de Russie a montré au président russe Vladimir Poutine une copie d'une carte datant du règne de Louis XIV, affirmant que l'Ukraine n'y figurait pas. En fait, il sous-entendait qu'avant l'invasion russe, la nation ukrainienne n'existait pas et que l'Ukraine constituait une partie de l'Empire russe. En réalité, non seulement le président de la Cour constitutionnelle a oublié de montrer à Poutine que la mention Ukraine au pays de Cosaques figurait bien sur le plan. En fait, ça, c'est à peu près ce type de carte des années 1670, 1680. Il y en a vraiment beaucoup en italien et en français. Et là, du coup, vous voyez à gauche, c'est marqué Ukraine au pays des Cosaques. Donc le mot Ukraine même figure sur la carte. Et à droite, c'est les Tatars de Crimée. D'ailleurs, la Crimée appartenait aux Tatars. Donc. Mais tout ça, évidemment, on n'a pas montré à Poutine. Et en plus, tout particulièrement, donc, il a oublié de montrer ça. Et aussi le fait qu'au XVIIe siècle, à la fin du ministère de Richelieu et au début de celui de Mazarin, c'était une région, bien que se trouvant sous l'autorité de la couronne polonaise et se situant donc au centre de l'Ukraine actuelle, était bien identifiée par la France. Les historiens ont l'habitude de dire que, poursuivant sa politique d'équilibre européen, la France de Richelieu et de Mazarin s'était forcée de créer en Europe de l'Est, conjointement avec certains pays de l'Europe du Nord, une ceinture d'États alliés pouvant prendre à revers ses ennemis, les Habsbourg. Pour ce système d'alliance, plusieurs États pouvaient entrer donc en ligne de compte, tout particulièrement la Pologne à l'Est, se trouvant donc sur les arrières du Saint-Empire, où la France cultivait des objectifs politiques depuis le ministère de Richelieu, ainsi que la Suède au nord, avec laquelle le même Richelieu s'était forcé donc, de serrer des liens depuis la fin des années 1620. Mais en revanche, l'Ukraine des Cosaques n'est jamais ou vraiment très rarement mentionnée quand on parle de cet espace européen, territoire donc qui paraissait éloigné tant visiblement pour les gens du grand siècle que pour nous avant que les événements actuels donc, nous ne le rendent soudainement plus proches. Et or, étudiant l'immense fonds de dépêches diplomatiques des ambassadeurs français en Pologne et en Suède, dans la première partie du ministère de Mazarin, qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais aussi donc, aux archives nationales de Russie à Saint-Pétersbourg, je me suis aperçu que les ambassadeurs français tenaient régulièrement leur gouvernement au courant des événements relatifs à l'Ukraine, et plus particulièrement mettant l'accent sur le grand soulèvement ukrainien contre la Pologne des années 1648-1654, qui aboutit à la formation de l'État ukrainien cosaque. Cet événement était pour Mazarin certes nimbé d'une obscurité certaine, mais avait en même temps une importance capitale car il rendait beaucoup plus difficiles les objectifs poursuivis par la France en Europe orientale. En effet, l'affaiblissement de la Pologne exposerait ce pays au risque des attaques du côté de la Suède, mais aussi de la Moscovie, de la Transylvanie, et risquerait de compromettre le projet de réconciliation entre la Pologne et la Suède prôné par la France depuis donc déjà plusieurs années. Comme l'a très bien écrit Malgriès dans sa communication sur les représentations françaises de la révolte des Cosaques en Ukraine, ça a été présenté au colloque sur la perception des révoltes à l'époque moderne, qui a eu lieu à l'université de Créteil en 2019. Si la Pologne n'est pas directement impliquée dans la guerre de 30 ans, son affaiblissement occasionné par l'éclatement de la guerre des Cosaques a une signification géopolitique majeure pour les pays occidentaux en général et pour la France en particulier. Ainsi, au regard de ces éléments, donc, j'ai décidé d'orienter plutôt ma communication davantage vers ce soulèvement ukrainien, quand il serait intéressant d'essayer de déterminer l'influence et l'impact de l'insurrection des Cosaques d'Ukraine sur les efforts de médiation française entre la Pologne et la Suède, médiation donc retentée par Mazarin au lendemain de la disparition de Richelieu. À cet égard, plusieurs questions mériteraient d'être posées. Par exemple, cette période courte dans l'histoire ukrainienne, qui a vu naître la première formation de l'État ukrainien, est-elle bien saisie et perçue par Mazarin? Comment la France agissait et ajustait ses efforts de médiation pour la paix entre la Suède et la Pologne dans ces circonstances? Et enfin, est-ce que le soulèvement ukrainien a retardé ou voire même contribué à l'échec de cette médiation?
Rappelons brièvement qu'au milieu du XVIIe siècle, la Pologne, qui était donc un État multiethnique et multiconfessionnel, appelé la République des deux nations ou la République polono-lituanienne, était donc l'un des États les plus grands et les plus puissants de cet espace européen. Cette république a été créée en 1569 par l'Union de Lublin, qui était donc un traité politique unissant la Pologne et le Grand-Duché de Lituanie à un seul État, dirigé par une monarchie élective, et dont l'organe principal était le Parlement, ou la Sejm, dominé par des nobles. Nous pouvons voir sur cette carte que la République occupait un territoire immense, englobant plusieurs entités territoriales, dont Smolensk, qui aujourd'hui fait partie de la Russie, ainsi que la majeure partie du territoire ethnographique ukrainien, appartenant depuis la fin du XVe siècle à la grande principauté de Lituanie. Depuis l'époque d'Henri IV et surtout celle de Louis XIII, la France poursuivait plusieurs objectifs dans sa politique à l'égard de la Pologne. Obtenir un refroidissement de relations entre la Pologne et les Habsbourg afin d'éloigner de la maison d'Autriche et rapprocher du camp pro-français. Puis, il s'agissait de maintenir des relations pacifiques entre la Pologne et la Suède, car la paix entre les deux pays pouvait permettre l'engagement de l'armée suédoise contre les Habsbourg. Or, il faut rappeler brièvement que les deux trêves successives entre la Pologne et la Suède ont été obtenues principalement grâce à la médiation française, donc la trêve d'Almark de 6 ans conclue en 1629 et l'autre de 26 ans conclue en 1635. En fait, elle restait fragile, car entre les deux branches de Vasa, en Suède et en Pologne-Lituanie, il existait une concurrence dynastique depuis le début du siècle. En plus, elle se conjuguait avec une compétition pour la suprématie en mer Baltique. C'est pour ces raisons-là que la France comptait participer à la négociation d'une paix perpétuelle. C'est le terme qui est employé régulièrement dans les dépêches diplomatiques françaises. Qui plus est, Mazarin considérait qu'au nom de la loyauté à l'égard de la Suède, il convenait tout d'abord de parvenir à la paix entre la Pologne et la Suède, et ensuite seulement de conclure une éventuelle alliance franco-polonaise. Et donc, Pierre Chanu, qui était l'ambassadeur à Stockholm, écrit qu'il ne se pouvait rien de plus avantageux pour la France que d'unir ces deux couronnes d'une fidèle alliance et les attacher ensuite à la France l'une par l'autre. Or, pour Mazarin, la situation se compliquait de plus en plus en Pologne à la veille de la signature du traité de Münster, car les Habsbourg ont intensifié dans les années 1645-1648 leurs entreprises en Pologne, s'efforçant de rendre difficile toute entente avec la Suède. Le but donc était d'aboutir à la guerre sur ce front et d'empêcher les Suédois de poursuivre leurs actions militaires sur le territoire du Saint-Empire. Il lançait des rumeurs de projets d'agression suédoise contre la monarchie de Ladislas IV, roi de Pologne. Ce dernier lui-même, d'ailleurs, était de moins en moins bien disposé à l'égard de la France. Le 20 mai 1648, Ladislas IV meurt, et le prétendant le plus sérieux au trône électif était son demi-frère Jean Casimir, qui était soutenu par la France, ce qui donc augmentait l'espoir de Mazarin à l'égard d'une paix entre la Pologne et la Suède. Mais, quelques semaines plus tard, les ambassadeurs français à Varsovie et à Stockholm informent Paris d'une guerre qui vient d'éclater dans les confins donc sud-est de la République, provoquée par la révolte des Cosaques d'Ukraine, qui était soutenue par les Tatars de Crimée. Cet événement allait avoir des répercussions donc considérables sur les efforts médiateurs de la France dans l'espace oriental du continent européen. Comme j'ai déjà donc mentionné au début de mon intervention, la France connaissait cette partie de l'État polonais bien avant que le soulèvement cosaque éclate au printemps de 1648. Il faut bien sûr mentionner les premiers rapports entre les deux pays qui remontent au XIe siècle, à l'époque où Henri Ier de France donc, se marie avec la princesse Anne de Kiev, ou encore plus tard, à la fin du Moyen-Âge, à partir du XVe siècle, il y a souvent des étudiants ukrainiens en fait, qui font leurs études, surtout à Paris. Dans des journaux français, on commence également, dès le début du règne d'Henri IV, de parler des Cosaques ukrainiens, ces guerriers donc libres des régions limitrophes des steppes, évoquant notamment leur participation dans la guerre de 30 ans, donc par exemple dans le Mercure français ou dans la Gazette de France à partir des années 1630.
Cet aspect de la perception occidentale de l'Ukraine a été très récemment étudié par un historien autrichien, Andreas Kappeler, qui a consacré un chapitre substantiel à la révolte des Cosaques, étudiant les représentations publiées et imprimées des événements en Occident, aussi bien dans des journaux contemporains que dans des ouvrages plus analytiques et interprétatifs. Mais surtout, la France connaissait des Cosaques ukrainiens parce qu'elle procédait au recrutement des soldats depuis le ministère de Richelieu. En effet, la Bibliothèque nationale de Russie conserve un document exceptionnel qui prouve que les liens entre la France et l'Ukraine existaient avant le ministère de Mazarin. En effet, le 22 décembre 1636, Louis XIII a délivré un pouvoir qui autorisait à son ambassadeur, Claude de Sales, baron de Rorthais, de lever 4000 Cosaques, je cite, armés et montés à la façon du dit pays. Puis, ce Mazarin, c'est Pierre Chevalier, conseiller du roi, qui séjourne en Ukraine en 1645, à la veille du soulèvement. On pense qu'il était venu négocier l'envoi en France d'un corps de Cosaques ukrainiens qui auraient effectivement pris part, au cours de l'année suivante, au combat sur le sol français, notamment au siège de Dunkerque. En 1663, Pierre Chevalier publie à Paris son fameux livre « Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne ». Donc, les premières mentions concernant le soulèvement cosaque apparaissent dès le mois de mai 1648 dans les dépêches du comte de Briggy, ambassadeur en Pologne, et de Pierre Chagnoux, donc ambassadeur en Suède. Et, les deux se sont vus confier une charge de favoriser les négociations d'une paix entre les deux pays. Cette année-là, donc, survient un événement majeur dans l'histoire de l'Ukraine. Elle réussit enfin à se soulever contre la domination polonaise. Dirigés par Bogdan Khmelnytsky, les Cosaques Zaporog, alliés avec le Khanat de Crimée, donc de population tatare, et soutenus par la paysannerie ukrainienne, affrontent l'armée polono-lituanienne et les troupes privées des grands seigneurs. Et Khmelnytsky entre à Kiev en triomphateur en janvier 1649 et met sur pied un pouvoir confédéral officiel appelé l'armée Zaporog, couramment désignée sous le nom d'Hetmana, et souvent présenté comme la préfiguration d'une organisation étatique ukrainienne. Et donc là, sur la carte, vous avez donc une partie du territoire de la République polono-lituanienne, et au sud, c'est marqué Zaporog, c'est ce territoire-là donc, qui se soulève contre la Pologne. Après donc, la victoire importante des Cosaques à la bataille de Jovtsi-Vody, donc au mois d'avril et au mois de mai 1648, c'est vraiment la première victoire des Cosaques. On voit à travers les dépêches de Chagnoux et de Briggy que la France ne savait pas trop comment il fallait donc appréhender et regarder la révolte cosaque. Parce que d'un côté, l'autonomie de cette partie de la République des deux nations, ou une alliance éventuelle des Cosaques avec les Moscovites, pouvait affaiblir davantage la Pologne, qui risquerait dans ce cas de tomber en proie aux ambitions belliqueuses suédoises. De l'autre côté, la défaite complète des Cosaques pouvait renforcer la Pologne, qui donc interromprait la trêve ou la paix qui aura été conclue entre-temps avec la Suède, pour, entre autres, conquérir une partie de la Livonie. Donc sur la carte à droite, sur l'écran, vous avez la Livonie. Donc c'est un nom historique qui est donné aux plusieurs entités politiques se trouvant en Baltique orientale. Donc surtout, c'est à peu près l'Estonie actuelle et la Lettonie actuelle, qui étaient coupées en deux depuis la fin de la guerre polono-suédoise des années 1626-1629. Et donc les deux scénarios possibles éloigner la paix tant souhaitée par la France entre les deux pays. Et par conséquent, pendant les premières semaines de la révolte, Mazarin mène une politique très attentiste, préférant attendre afin de mieux saisir l'ampleur du phénomène. En revanche, assez rapidement, après la bataille de Kherson, c'est le 26 mai 1648, donc c'est la deuxième bataille la plus importante du début de la révolte, donc victorieuse pour les Cosaques, Briggy comprend la gravité de la situation dans laquelle la Pologne risquait de tomber et y fait un compte-rendu à Mazarin dans une lettre en date du 9 juillet. Je cite, « La bataille de Kherson restera à jamais un sombre souvenir dans l'histoire de la Pologne. Le soulèvement peut coûter très cher à la couronne polonaise.
Qu'en viendra-t-il de cet État si son élément militaire le plus capable, les Cosaques, prenait les armes? Et vraiment, je ne prévois rien de bon pour cette couronne. Donc les victoires, les 2 premières victoires des Cosaques et leur rapide progression posent aussitôt devant la France de Mazarin une première difficulté. Il s'agit de la question d'aide financière que les Polonais commencent rapidement à soulever dans l'espoir de soumettre plus rapidement les rebelles. Il arrive même que les grands hommes politiques polonais qui ont subi des pertes financières à cause de la guerre demandent un soutien à Mazarin. À titre d'exemple, le 24 novembre 1648, Briggy donc écrit à Mazarin, je cite, « Leur grand chancelier, il s'agit du prince Ossolinski, qui a perdu 30 000 écus de rente à la guerre des Cosaques et qui est bien aisé de demander à votre éminence de le secourir de 10 000 écus. Qui plus est, les Polonais cherchent à obtenir l'aide de la France afin que cette dernière, qui entretenait des bonnes relations avec la Porte, incite les Tatars à se retirer et qu'elle persuade aussi les Suédois de ne pas intervenir au nord. » Donc, afin de satisfaire cette dernière demande, Pierre Chanu, sur l'ordre de Paris, essaie alors de convaincre Christine de Suède que pendant l'interrègne et le soulèvement, je cite, « les généraux de ces armées ne devaient pas prendre occasion de faire chose qui déplaît à la République. » En revanche, les avis des ambassadeurs français en Pologne semblent partagés concernant donc les demandes d'aide financière. Alors que Briggy semble favorable à l'idée d'aider financièrement les Polonais, son homologue extraordinaire, le comte d'Arpajon, ne partage pas cet avis. Dans une lettre en date du 28 juin 1648, Briggy écrit à Mazarin, je cite, « Monsieur d'Arpajon ne se résout point avec moi à donner un petit secours à la République. » Quelques mois plus tard, Briggy, qui s'alarme de plus en plus face aux victoires cosaques, par exemple, le 24 novembre, il écrit, je cite, « La situation à Varsovie est très mauvaise. Partout, il y a une menace d'approche des Cosaques. Cette république semble avoir été foudroyée. » Et donc, il incite Mazarin à secourir la Pologne. Je cite, « La République a besoin d'argent, soit pour apaiser les Cosaques, soit par leur faire la guerre. Je serais persuadé qu'il est bien raisonnable que la France, comme leur ami, les assiste, puisque depuis 3 ans, ils lui ont permis de lever en ce royaume. » Donc, le raisonnement de Briggy est clair. Rien que pour que la France puisse en fait avoir des levées plus tard, elle devrait aider la Pologne. En plus la Pologne est pacifiée, plus vite la Pologne est pacifiée, plus vite elle s'engagera pour la paix avec la Suède. Quant à d'Arpajon, même la progression des Cosaques ne lui fait pas changer d'avis. Je cite, « Votre éminence se souviendra s'il lui plaît que la dette république demande 1000 hommes. » D'Arpajon les accorde bien en parole, mais ne voulait chercher de l'argent sur notre crédit pour rendre cet office à la République. Et on voit d'ailleurs à travers cette correspondance une certaine liberté des ambassadeurs parce que je pense que l'information circulait tellement mal et que c'est un espace tellement éloigné qu'avant que l'information parvienne à Mazarin, les ambassadeurs ont le temps de réfléchir et là on voit que Briggy avait une certaine autonomie en fait. Quelle était donc la réaction de Mazarin face à ces demandes? Il semble préférer toujours attendre, maintenant ainsi sa politique attentiste, et donc il ne répond pas aux sollicitations des Polonais, et cela pour plusieurs raisons. Notamment, Mazarin ne veut pas irriter la Suède, parce qu'il s'agit d'un élément, d'un sujet vraiment extrêmement sensible, car assister financièrement les Polonais voudrait dire avoir des sommes disponibles pour subventionner encore davantage la Suède. Des consignes donc claires ont été transmises à Pierre Chanu à Stockholm, qui écrit le 13 juin 1648. Je cite, « Je ne parlais point de cette condition d'assister d'argent les Polonais en cas de guerre. Il ne me semblait dangereux de dire ici que nous eussions de l'argent à donner. Pour le secours d'argent à distribuer en Pologne, qui fera peut-être un article de l'Alliance, je n'osais parler parce que j'ai tous les jours à combattre des prétentions d'augmentation du subside et je ne persuaderai jamais ici que l'argent de France fut mieux employé contre les Tartares que pour entretenir l'armée suédoise contre la maison d'Autriche. » D'ailleurs, ils emploient, les ambassadeurs, souvent le terme tartare, pas tatar, mais les tartares, et souvent ils confondent les Cosaques et les Tatars, parce que là, ils parlent uniquement des Tatars. En réalité, il y a des Cosaques et des Tatars en même temps.
Donc, comment Mazarin justifiait-il sa passivité momentanée aux yeux des Polonais, tout en sachant qu'il voulait tourner quand même la Pologne à son avantage? En effet, cette position relevait de l'équilibrisme parce que d'une part, la France avait déjà fait plusieurs promesses de subventions en réalité financières donc à l'État polonais, notamment pour la guerre contre la Turquie quelques années auparavant. De l'autre côté, c'est précisément à ce moment-là que les rumeurs d'intrigues françaises en Ukraine apparaissent. Les ennemis de la France faisaient répandre des rumeurs en Pologne qui disaient que le soulèvement cosaque de 1648 a été subventionné par le gouvernement français, thèse reprise quelques décennies plus tard par Petrus Waltnier, avocat et homme politique hollandais, dans son ouvrage « L'Europe en désordre, aux descriptions politiques et historiques des véritables fondements et motifs des guerres de l'Europe », publié à Amsterdam en 1675. Waltnier affirme que lors de la bataille de Kherson, au mois de mai 1648, donc une des premières grandes batailles du soulèvement, où l'armée polonaise a encaissé une défaite contre les Cosaques, on aurait trouvé dans les poches des Cosaques tués des ducats français. D'après les allégations de Waltnier, les diplomates français auraient donc acheté les Cosaques pour qu'ils se soulèvent contre la couronne polonaise. Donc par conséquent, on voit que la situation n'était pas des plus simples pour Mazarin. Au début du soulèvement, Mazarin se justifie par le fait que la guerre européenne était encore en cours. Effectivement, le traité de Münster n'était signé qu'en octobre 1948. Puis la guerre contre l'Espagne continuait, nécessitant des forces financières. Et enfin, la France devait donc faire également face à des problèmes internes, et notamment à la Fronde, qui commençaient. En parallèle, Mazarin cherche à se servir de la faiblesse de la Pologne et de sa quête d'aide financière dans l'espoir de tourner cette situation dans le sens pacifiste. Il donne des consignes à Pierre Chagny de convaincre la reine Christine de Suède de ne pas refuser en secours si la Pologne en sollicite, donc auprès de la Suède. En échange, la France concède dans ce cas à la Suède d'exiger un retour de toute la Livonie. Les négociations pourraient être bien sûr menées sur l'égide de la France. Donc cette proposition assez habile était accompagnée de l'entretien permanent de la peur des Habsbourg en Suède, qui pourrait fournir, selon Pierre Chagny, à n'importe quel moment des troupes à la Pologne pour soumettre les Cosaques. Donc l'objectif de Mazarin était clair, bâtir les bases d'une future alliance polono-suédoise pouvait commencer par, non pas pour une aide financière française, mais par une aide financière et même militaire de la Suède à l'égard de la Pologne, évitant ainsi un rapprochement entre les Polonais et les Habsbourg. La France, quant à elle, dans ce cas, jouerait un rôle diplomatique et échapperait en même temps au devoir d'aider financièrement la Pologne. Ainsi, en décembre 1648, Pierre Chagny écrit « Il était à craindre que l'empereur n'offrit des troupes aux Polonais contre les Cosaques. Il m'avait tenu ce discours ensuite de ce que je lui avais dit de moi-même et sans avis de Pologne, qu'il n'arriverait peut-être que la République pressée, n'ayant point de troupes, faites pour résister à l'inondation des Tatars et Cosaques, aurait secours à la Suède pour être assistée des forces qu'elle a toutes prêtes dans le royaume de Bohême. » Il convient d'ajouter que ces efforts de Chagny étaient d'autant plus nécessaires et importants qu'au même moment, la Suède, à la fin de décembre 1648, accueille un envoyé de Tartarie, donc de Crimée, ce dernier étant passé par la Pologne, leur disant qu'il allait en Suède uniquement pour négocier contre les moscovites. En réalité, selon Chagny, je cite, il avait quelque chose de plus à proposer, vu l'intelligence des Tatars avec les Cosaques. De toute évidence, ce jeu suédois inquiétait considérablement la Pologne, ce dont parle Brigi dans ses dépêches. Je cite, « Un gentilhomme domestique de ce réfugié avait été surpris sur les limites des Cosaques avec 2 de ses lettres datées à Stockholm, écrites à Khmelnytsky et au secrétaire de l'armée des Cosaques, par lesquelles il leur donnait avis que la reine de Suède était en volonté de traiter avec eux et de joindre ses troupes pour attaquer la Pologne. » Donc face à ce double jeu suédois, Chagny redouble ses efforts afin d'essayer de convaincre la reine de Suède d'aider les Polonais. Et donc nous voyons que Mazarin, menant une politique attentiste, mais tout en étant sollicité par les Polonais, essaie d'exploiter les victoires des Cosaques à son avantage, incitant la Suède de s'engager du côté des Polonais. Il espère de jeter ainsi une base pour le futur rapprochement entre les deux pays, sans cesse retardé depuis le début de la révolte, parce que la révolte empêche en fait
les négociations de paix entre les deux couronnes. Le refus de s'engager financièrement aux côtés des Polonais peut également s'expliquer par le fait que Mazarin, qui était régulièrement informé par les ambassadeurs de la situation militaire en Ukraine, était convaincu que les Polonais, donc plus nombreux et mieux armés, allaient finir par imposer un traité de paix aux Cosaques. Donc, premièrement, la nomination de Janusz Radziwiłł, donc un très grand noble du Grand-Duché de Lituanie, comme commandant des forces armées pour combattre les Cosaques à la fin de l'année 1648 et dans le premier trimestre de l'année 1649, soulève l'espoir des ambassadeurs français. Le 29 octobre 1948, un mois seulement après la défaite des forces polonaises et quelques semaines avant l'élection de Jan Kazimierz Wasa au trône polonais, le 17 novembre, donc il y a 2 lettres de la fin d'octobre et de la fin de novembre, Brigi écrit à Mazarin de Varsovie, je cite l'une des lettres, à ce que le vice-chancelier de Lituanie, donc Radziwiłł, qui est le plus puissant seigneur des pays, peut tourner donc les Cosaques de sorte que M. d'Arpajon et moi, nous aurons une belle occasion de nous déclarer avec sûreté, sans avoir besoin de secourir l'argent au prince Casimir, mais bien avec la nécessité d'un fonds pour les gratifications et le paiement des pensions. Donc la France, en fait, préfère réserver son argent pour acheter l'élection de Jean Casimir et de ses partisans, plutôt que dépenser en fait cet argent et aider les Polonais. Puis les Tatars, bien qu'alliés des Cosaques, ne voulaient pas leur victoire écrasante. En effet, en été 1649, les Cosaques, qui avaient pourtant encerclé l'armée royale à Zboriv, était frustré d'une victoire complète par la défection des Tatars qui étaient achetés par les Polonais, et Khmelnytsky a dû négocier et conclure le traité de Zboriv le 18 août 1649. Ce traité a créé sur les territoires des voïvodis de Kiev, de Bratslav et de Tchernihiv un État autonome ukrainien administré par l'Hetman des Cosaques. Le métropole de Kiev doit siéger également au Sénat polonais. Au mois d'août, une dépêche de l'ambassadeur de France à Varsovie, je cite, « J'envoie les termes du traité entre le roi polonais et l'Hetman Khmelnytsky, et désormais, il faut tenir compte du territoire de l'Ukraine avec ses frontières, avec un chef victorieux dont tout le monde va désormais s'occuper. » Il faut préciser que quand lisant attentivement les dépêches diplomatiques françaises, on comprend qu'en réalité, le traité de Zboriv du mois d'août 1949 présentait une situation idéale pour la France dans ce conflit, dans ces circonstances. L'Hetman voulait une Ukraine autonome, dirigée par l'armée cosaque, sous la protection d'un État puissant. Et cette solution, donc, parce que là, avec ce traité, même si les Cosaques s'en sortent très renforcés, ils restent sous la protection de la Pologne. Et donc, cette solution n'humiliait pas totalement la Pologne, donc qui gardait une certaine influence en tant que puissance protectrice sur le nouvel État autonome. Ce rapport devant en même temps retenir les ambitions donc suédoises à l'égard de la Pologne. Et on peut également s'interroger sur la volonté de la France de nouer des liens avec le nouvel État autonome cosaque dans le cas où les acquis du traité de Zboriv se pérennisent, ce qui renforcerait la barrière orientale contre le Saint-Empire, parce que les Cosaques pourraient faire pression sur leur protectrice, la Pologne. En tout cas, il faudrait exploiter davantage les archives de Saint-Pétersbourg dans l'espoir de trouver des preuves de tentatives de la France de rentrer en contact avec l'Hetman, donc ce qui est compliqué dans les conditions actuelles, afin la paix entre la Pologne et les Cosaques faisait espérer de nouveaux recrutements à la France. Je cite, « Si elle s'apaisait, nous aurons le plus favorable occasion d'une levée suffisante qui ne se soit jamais présentée en ce pays où la ruine que cette révolte y a causée et a apporté beaucoup de cherté et la famine en quelques provinces. » Malheureusement, il s'est aussitôt avéré que, malgré le traité de Zboriv, la tenue des conférences pour la paix entre la Pologne et la Suède prévues à Lübeck est retardée. Premièrement, le traité de Zboriv alarme énormément la Suède. Pierre Chanu écrit « Il arriva des nouvelles de Pologne en Suède qui donnèrent grande alarme, car bien que tout le monde savait que les Cosaques étaient d'eux-mêmes portés à nouveauté et que la République de Pologne n'aurait point de sérénité jusqu'à ce qu'elle les eût rangés en leur ancienne suggestion. » Cette rencontre, qui donnait un si raisonnable prétexte de s'armer à la veille d'un traité avec la Pologne, faisait naître plusieurs soupçons. Les Suédois, donc, à la différence de la France de Mazarin, ne voyaient ce traité que comme une pause temporaire,
très temporaire dans les hostilités et avait donc peur que cela donne un prétexte à la Pologne de s'armer davantage, de battre définitivement les Cosaques et puis d'essayer de reconquérir la Livonie. On parlait même, je cite, d'un traité secret entre le roi de Pologne et les Hollandais. Par ailleurs, Pierre Chanu finit par exprimer le même avis. Je cite, « Le roi de Pologne avait voulu gagner du temps pour voir l'issue de la guerre contre les Cosaques auparavant que s'engager un traité. » Puis, les Habsbourg ne restaient pas sans rien faire. Ils continuaient d'essayer de dissuader la Pologne d'entreprendre des négociations avec la Suède. En effet, le comte de Brégui écrit, je cite, « Bien que le roi de Pologne eût peu d'inclination pour la France, la République aurait souhaité de s'allier avec elle parce qu'elle craignait la maison d'Autriche. Il avait appris ce secret des ambassadeurs, celui d'Espagne, qui était allé à Varsovie, avait formellement dissuadé le roi de Pologne de faire la paix avec la Suède. Il lui avait promis assistance d'argent en cas de guerre. En cas de nouvelle guerre. Finalement, au grand désespoir de la France, quelques mois plus tard, au début de l'année 1650, la guerre reprend. En juillet 1651, donc, les Cosaques subissent une dure défaite sur le Styr et Khmelnytsky a dû accepter un nouveau traité signé à Bilatverska en septembre 1651. Ce traité réduisait le territoire autonome à la seule voïvodie de Kiev. Ce n'est que ce nouveau traité, qui était nettement plus défavorable aux Cosaques, qui a finalement permis l'ouverture des conférences de Lübeck la même année, afin de négocier finalement une paix entre la Pologne et la Suède. Et donc, en conclusion, il convient de remarquer que la révolte des Cosaques a eu donc incontestablement des répercussions considérables sur la politique française de Mazarin dans une région lointaine, habitée par des groupes guerriers orthodoxes, regardés comme exotiques, voire même sauvages. Citons à cet égard le comte de Brégui qui écrit « Si la guerre des Cosaques et des Tatars continuait, une partie de notre dessein était échouée. » En effet, la guerre a rendu la tâche de la France, donc à savoir la médiation pour la paix entre la Pologne et la Suède, encore plus compliquée, car comme nous l'avons pu voir, l'insurrection cosaque a été instrumentalisée à la fois par les Habsbourg et par la Suède elle-même. Mazarin, occupé par la guerre avec l'Espagne et la Fronde, décide d'adopter une politique attentiste, ne disposant sûrement pas assez de moyens diplomatiques, afin de mieux saisir la situation géopolitique autour des Cosaques. La France, malgré quelques tentatives, n'a pas pu exploiter à son avantage cet événement. La Suède a refusé d'apporter un secours à la Pologne, en échange donc de la Livonie, malgré l'insistance de Pierre Chanu, préférant attendre un bon moment pour attaquer. Quant au traité de Zborov, qui mettait l'Ukraine sous la protection de la Pologne et était censé donc stabiliser la situation pour permettre aux Polonais de reprendre les conférences de paix avec la Suède, il n'était que de très courte durée, la diplomatie française n'ayant pas pu contribuer à sa pérennisation. Ajoutons que les conférences de Lübeck des années 51-53 n'ont rien réglé sur le fond. La guerre avec les Cosaques a repris dès l'année 1653, obligeant finalement l'Ukraine de se tourner vers Moscou en 1654, qui déclare la guerre à la Pologne la même année. Donc c'est la Moscou qui rentre en guerre aussi. Et en plus, en 1655, c'est la Suède qui commence son offensive contre la Pologne, qui est très connue, qui est appelée le déluge. Nous voyons que l'insurrection cosaque donc, a joué un rôle d'accélérateur du cours des événements à l'est et au nord de l'Europe de manière très défavorable pour la France, sans que la diplomatie de Mazarin puisse le ralentir de manière significative. Et donc, à cet égard, il serait nécessaire de se pencher encore davantage sur le rôle que la révolte des Cosaques a joué dans la politique française en Europe orientale pendant toute la période, allant donc de l'année 1648, qui est le début de l'insurrection, et ce même jusqu'à, il faut aller au-delà de Mazarin, jusqu'à 1667, où la Pologne et la Moscovie finissent par se partager pour la première fois par le traité d'Andrusovo, l'Ukraine, le long du Dniepr. Et donc, pour cela, une exploitation minutieuse des archives françaises conservées à Saint-Pétersbourg est absolument indispensable. Je vous remercie.